le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Moi, j'ai un parcours à l'origine donc, de sciences, on va dire de psychologie, donc plutôt sciences humaines à l'origine. Après, j'ai bifurqué. Malheureusement, je suis arrivée dans la psychologie au moment où la psychologie positive n'existait pas. Un grand regret pour moi. Je suis arrivée trop tôt. J'ai basculé ensuite vers les sciences sociales. Donc, j'ai fait la psychologie, l'anthropologie pendant très longtemps. Ça a été mon métier pendant 20 ans. En fait, j'ai fait des enquêtes et j'ai étudié le comportement humain. Et puis, à peu près 5-6 ans, je me suis lancée dans tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence collective et le co-design. Et donc, je suis retournée à l'école. En fait, je suis retournée à l'université. Et donc, j'ai appris vraiment l'intelligence collective et toutes ces méthodes-là. Donc, aujourd'hui, je travaille toujours dans la même entreprise, qui est un institut d'études, mais dans lequel, en fait, j'ai fait de l'intrapreneuriat, parce qu'en fait, j'ai monté un lab d'innovation et de transformation à l'intérieur de cette entreprise. Et en parallèle, puisque quand j'ai touché du doigt, en tout cas, les processus d'innovation et tout ce que ça soulevait chez les adultes, je me suis dit que ça serait vraiment hyper intéressant d'apporter ça chez les enfants et de commencer vraiment très très jeune, parce qu'en fait, tous les blocages ou toutes les choses que je peux observer tous les jours dans mon lab, je me suis dit que finalement, il devait se passer un truc plus tôt et qu'il n'était jamais trop tôt en fait pour apprendre à changer les choses. Et le film le montre, en fait, des enfants très très jeunes apprennent vraiment à changer les choses. Et c'est comme ça qu'on a fondé Utopique avec Aliénor il y a maintenant quelques années, en fait, 3-4 ans, puisque j'étais à ton festival pour l'école de la vie, qui était en septembre 2017, je crois, quand on est venu filmer l'événement. Ouais. D'accord, ok. Au début, en fait. Ouais. Ah, génial, ok, trop bien. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous faites en fait précisément dans ces écoles ? Parce que là, on voit un petit peu en image, mais si tu pouvais nous expliquer davantage, parce que alors pour le coup, tu prêches à convaincu. Moi, je dis systématiquement que tout part de l'éducation. Donc, pour moi, une initiative comme tu mènes là, c'est juste parfait en fait. C'est enfin parmi plein d'autres, hein, évidemment. Mais est-ce que tu peux nous expliquer vraiment qu'est-ce que tu fais, quoi ? Alors en fait, on a deux chapeaux. Le principe pour nous, c'est de s'attaquer à des vraies problématiques, donc qui sont vraiment les objectifs de développement durable de l'ONU. Donc ça, c'est notre périmètre de jeu, notre terrain. Donc on travaille sur des sujets. Là, on l'a vu, c'était alimentation et planète. On travaille beaucoup sur l'égalité filles-garçons. On travaille sur le réchauffement climatique. Donc vraiment, voilà, toujours des sujets en jeu. Et sur ces sujets en jeu, on va embarquer les enfants à développer certaines des compétences du 21e siècle, pas toutes parce qu'il y en a beaucoup, mais on va travailler à la fois en amont sur tout ce qui est esprit critique, sens critique. On va travailler sur la communication, sur l'interaction quand on les voit présenter par exemple des choses aux experts. On va travailler bien évidemment sur le collaboratif parce que ça c'est une des clés pour nous vraiment d'apprendre ensemble et d'apprendre à échanger ensemble. On va travailler beaucoup avec la créativité, qui est vraiment quelque chose qu'on perd de plus en plus de vue dès qu'on a quitté en fait la maternelle, très très clairement. Et puis on va travailler sur la résolution de problèmes. Donc ça c'est un peu notre principe, ou en tout cas notre intention, c'est vraiment développer ces expertises-là chez l'enfant par la pratique, par l'expérience, et en les engageant sur des sujets qui sont vraiment des sujets forts pour eux et des sujets forts pour les écoles, pour les enseignants, pour les parents. Et la manière dont on procède, donc généralement, alors on travaille la plupart du temps avec des écoles, mais on peut travailler aussi avec des territoires. Donc parfois on travaille dans des tiers-lieux avec des enfants qui sont issus de plusieurs écoles. D'ailleurs, on a un des principes, j'allais dire, de l'intelligence collective, c'est la mixité. Alors, je sais que tu sais comme moi qu'il y a déjà plusieurs intelligences et plusieurs types d'intelligence, mais pour nous, vraiment, le principe, c'est de se dire, on met toutes ces intelligences très différentes autour de la table ensemble pour résoudre des problèmes. Je crois que c'est la fondatrice de Wikimedia qui disait, personne ne sait tout, mais tout le monde sait quelque chose.
Et c'est comme ça qu'on dit aux enfants aussi, vous avez tous une pierre à apporter et vous avez tous quelque chose à raconter qui va être intéressant et qui est digne d'attention pour les adultes qui vont beaucoup apprendre de vous en fait. Donc on travaille souvent dans les écoles, on fait à peu près 4 à 5 interventions et en fait le processus est toujours le même. Donc c'est un processus qu'on appelle en design thinking. Donc on va vraiment travailler à la fois sur l'empathie, donc pour comprendre en fait la problématique d'un utilisateur, d'un citoyen, donc d'un enfant citoyen, on va partir de lui en fait, de ce qu'il pense, de quels sont ses problèmes au quotidien. Donc si on prend le sujet de la mixité par exemple dans les écoles, comment aujourd'hui une fille peut se sentir dans la cour ou dans les toilettes ou des choses comme ça. Et donc on va partir en fait du problème. Et pour partir du problème, donc on va définir en fait le périmètre ensemble et puis on va commencer par l'enquête. Donc l'enquête, c'est vraiment, on va faire on les appelle les anthropokits, donc c'est des petits anthropologues. Donc ils ont un petit carnet qui s'appelle EthnoKits avec lequel ils commencent et dans leur petit carnet, pendant tout le temps de l'enquête, ils vont consigner des observations. Ils vont faire des interviews, ils vont interagir avec les parents, avec les enseignants, parfois avec le personnel de l'école, parfois avec le quartier. Et en fait, pendant tout le temps de l'enquête, ils vont, si on reprend le sujet égalité filles-garçons, regarder et se questionner, tiens, qui joue où dans la cour? C'est quoi l'espace dédié aux filles, l'espace dédié aux garçons? Comment papa me parle à la maison, moi qui suis une fille, mais comment il parle à mon frère? Et d'ailleurs, que fait papa et que fait maman? Donc ils vont vraiment en fait observer leur environnement et à travers ça, ils vont développer aussi leur esprit critique de se dire finalement, est-ce que c'est vraiment comme on me le dit dans les stéréotypes des filles et des garçons, et est-ce qu'on peut pas re-questionner ces stéréotypes? Donc ils font ce travail chacun entre les séances en fait. Et puis quand on se retrouve en séance, on partage tout ça. Ils se rendent compte en fait en partageant, en communiquant et en critiquant en fait tout ce que les adultes leur ont inculqué sur ce qui était la place des garçons et des filles. Ils commencent un peu à se questionner, à s'auto-questionner, et tout ça travaille beaucoup aussi avec les interactions avec les parents, parce que du coup ils posent aussi des questions aux parents. Alors sur l'égalité filles-garçons, c'est un sujet assez, sur lequel tout le monde est à peu près à un avis, mais quand on parle notamment de sujets sur l'environnement, on arrive à des moments où finalement les enfants sont plus sachants que les parents. Et du coup, ça se renverse. Et du coup, pour eux, c'est assez à la fois gratifiant de se dire qu'ils peuvent apprendre des choses à leurs parents sur le sujet de l'environnement, et à la fois questionnant, de se dire moi, je suis un enfant et finalement, je sais des choses, par exemple, sur le recyclage que peut ignorer mon père ou ma mère. Donc ça réinverse aussi un peu les choses. Une fois qu'ils ont fait ce travail d'enquête et de partage, on va décider ensemble des grands sujets sur lesquels on a envie de co-designer, donc vraiment de travailler, parce qu'il y a un truc qui est très important. On navigue toujours en fait entre l'intellect, entre concevoir ou penser les choses. Ça s'appelle design thinking. Donc thinking, c'est vraiment la pensée, mais design, c'est vraiment construire, c'est vraiment faire. Et fabriquer, être très concret, donc faire de ses mains, créer, appliquer, construire, déconstruire, ce qu'ont beaucoup de mal à faire les adultes. Comme moi, quand je suis dans des ateliers et que je leur dis on va prototyper, mais rien que d'avoir 4 Lego dans les mains, c'est tout de suite la panique en fait. C'est vraiment le truc genre ah là là, mais j'ai pas 6 ans pour faire ça. Donc c'est vraiment en fait jouer, c'est un truc d'enfant. Non, en fait, les enfants apprennent par le jeu beaucoup mieux, et donc ils vont décider en fait des 3, 4 ou 5 sujets dont ils veulent s'emparer, et ils vont fabriquer la solution au sujet. Donc la solution, ça peut être typiquement sur l'égalité filles-garçons, ça peut être refondre la cour. Tiens, on va repenser la cour et puis on va mettre des espaces. Alors on peut utiliser des choses comme le nudge par exemple, comme des choses un peu visuelles où ils vont pouvoir se dire tiens, ça c'est les filles ou les garçons. Ils vont pouvoir penser à des temps. Tiens, il y a des temps plutôt réservés aux filles ou plutôt réservés aux garçons, et pourquoi finalement le grand centre de la cour où on fait des jeux de ballon et donc il y a quand même le périmètre des garçons, il serait tout le temps le périmètre des garçons, et pourquoi il n'y aurait pas un moment où ça serait aussi le périmètre des filles. Ils peuvent par exemple on a travaillé sur des chartes de l'égalité, mais c'est pas des chartes pensées par les adultes pour les enfants, c'est des chartes pensées par les enfants sur des problèmes qu'ils rencontrent au quotidien et coécrites par des enfants. Donc c'est d'une puissance, en fait, ils adoptent forcément, puisque c'est eux en fait, c'est eux les faiseurs en fait. Voilà. Et donc une fois qu'ils ont fait ça, donc c'est ce qu'on voit dans le film, hein, donc là c'est du prototypage, donc ils conçoivent leur solution. Là ils vont partager avec des experts, et là aussi c'est encore un point qui est très intéressant, parce que ça veut dire, notamment quand on est dans les sujets des ODD, qu'ils ont une appréhension sur le monde, qu'ils sont vraiment acteurs et qui peuvent
changer les choses, faire des choses, et qu'ils ont vraiment le pouvoir en fait de changer ça. Donc c'est vraiment extrêmement puissant pour eux. Les adultes justement sont plutôt bienveillants, écoutent, et on le voit, il y avait des experts qui étaient là, qui vraiment ont appris. Et puis on va implémenter les solutions. Donc on va mettre en place des solutions, tester des solutions. Et puis en dernière phase, et ça c'est un des points très importants en innovation, on va faire des retours d'expérience. Donc en fait, on va avoir des moments réflexifs où on va se dire qu'est-ce qu'on a appris dans tout ce qu'on a fait en fait. Comment est-ce qu'on a appris ça. Donc il y a plein de phases. J'ai pas tout détaillé, mais par exemple, on est Aliénor est très calée en anthropologie. Par exemple, on fait une séance de décentrage. Donc quand on travaille sur les filles-garçons, par exemple, il y a une séance où on leur montre que chez les Inuits, on n'a pas de sexe jusqu'à 15 ans. Et qu'en fait, on va choisir son sexe. Et pour eux, c'est une révolution, en fait. On est une fille ou un garçon. Et donc, tout d'un coup, ça les sort d'un univers. Ils vont faire ce tour autour du monde de la différence fille-garçon. Et ça, vraiment, ça leur permet, en fait, d'avoir une vision beaucoup plus globale. Ce qui est d'ailleurs, c'est ce qu'on voit aussi dans le film, puisqu'on parlait des échelles. Donc, il y a beaucoup, effectivement, d'individus. Donc, on travaille beaucoup sur l'individu, sur être bien. Quand on fait des ateliers, on travaille aussi avec une sophrologue qui est là, donc on a toujours un peu des séances où vraiment on sait que pour bosser avec les autres, il faut déjà être bien dans soi-même, il faut s'ancrer dans soi-même. Donc même si on fait beaucoup de collectifs et qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de vie, beaucoup de créativité, il y a quand même toujours un moment où on a besoin de se recentrer. Donc on a toujours un peu comme ça des séances de sophro. On travaille après sur les interactions, donc dans l'école, dans la classe, avec les familles, et puis souvent aussi avec le territoire. Donc typiquement, on peut, par exemple, sur l'égalité filles-garçons, on peut monter une pièce de théâtre qu'on peut jouer dans le quartier, dans une école de quartier. Donc aussi agir sur la citoyenneté. Donc c'est aussi le point de se dire, on est dans un quartier, on est dans une ville, et on va intervenir aussi à ce niveau-là. Et puis après, il y a l'échelle mondiale et internationale. Donc ça, c'est quand on fait des global désignatons. Et là, ce qu'on voit, c'est que la magie, c'est de se dire finalement, les problématiques qu'on peut avoir sur le réchauffement climatique, elles sont mondiales. Et l'enfant à qui je parle, alors en français, donc nous, on est des pays francophones, donc soit en Côte d'Ivoire ou en Tunisie, par exemple, avec qui j'échange mes idées et qui travaillent le même jour, puisque tu parlais de la journée mondiale du bonheur, il y a la journée mondiale du désignaton. Donc on a 1200 enfants dans le monde qui vont plancher avec la même méthode sur les mêmes sujets et qui vont s'échanger. Alors là, c'était il y a 3 semaines. Donc c'est généralement en novembre. Donc ça change chaque année, mais c'est généralement en novembre qu'on fait ça sur un sujet des ODD. Donc cette année, on a travaillé sur les énergies durables. Et donc quand ils échangent ça en fait avec ces autres enfants de leur âge, dans leur langue, à l'autre bout de la planète, et qui leur montrent les mêmes supports et ce qu'ils ont inventé, et qui vont eux-mêmes du coup faire avancer leur invention, c'est d'une puissance incroyable, quoi. Là, ils sentent vraiment, ils sentent qu'ils sont citoyens du monde, quoi. Et c'est très simple en fait. Enfin, la méthode est assez simple et le lien est assez simple. Et c'est vraiment une communauté très engagée avec. Là, pour le coup, le côté interculturel a vraiment toute sa valeur, quoi. Cette année, on a travaillé sur les énergies, entre des problématiques de pays en voie de développement qui, eux, étaient sans énergie, et nous qui étions à baisser notre énergie. Voilà, on échangeait sur des problématiques. Le même problème dans le monde devait être géré complètement différemment. Et du coup, ces rapports, tu peux les transmettre après à des responsables, je sais pas, politiques, ou à l'ONU, ou à l'UNESCO, ouais, c'est ça ? Tout à fait. Okay. Donc là, justement, on est intervenu à Learning Planet. Donc, en fait, le mouvement a été fondé. Donc, ce mouvement, la mondiale, a été fondé par des Néerlandais, des Néerlandaises. Mais voilà, on est nous, Utopic, on accueille le mouvement en France, mais on est beaucoup de pays en fait, et beaucoup soit d'indépendants, soit de personnes qui sont dans l'éducation ou dans l'innovation, qui montent comme ça cet atelier mondial. Ouais. Okay. Donc on a vraiment toutes ces échelles, quoi. Ouais, parce que c'est quand même une démarche citoyenne, quand même, avant tout, si je comprends bien. Complètement. Complètement. Ouais. Et quand tu vas dans des classes, c'est des classes qui appartiennent à l'éducation nationale, ou c'est dans des écoles dites positives, ou ouais. Alors ça, c'est un autre de nos gros, j'allais dire en tout cas des fondamentaux pour nous. Quand on a monté Utopic, on a beaucoup cheminé en fait. On a passé un an en 2016-2017 où on a vraiment. Alors je pense que le festival pour l'école de la vie vraiment a été un moment de révélation pour nous de tout ce qui, en fait, du foisonnement, parce que tout était là, tout était centralisé en un moment. Enfin voilà, c'était 3 jours un peu magiques. C'était vraiment au tout début, et c'est vrai qu'on a croisé énormément d'initiatives, énormément de choses, les
tech commençait à peine. Enfin là, depuis, ça a été l'explosion. Enfin, on a vu beaucoup autre chose. Et donc, on s'est dit, on n'a pas envie d'aller que vers l'alternatif, en fait. On n'a pas envie de réserver ça à l'alternative, c'est vraiment trop dommage. Et on avait vraiment la conviction qu'il fallait qu'on agisse parce que le principe est quand même le principe de la mixité. Et pour nous, c'était hyper important de se dire, et même d'ailleurs à Paris, on choisit toujours des écoles qui sont des écoles publiques, mais de la mixité. Donc, on travaille déjà beaucoup dans le 93. Là, par exemple, on est en train de monter un projet interquartier à Saint-Ouen. Donc, c'est vraiment aussi se faire connaître les quartiers de Seine-Saint-Denis et travailler comme ça avec ces différents quartiers. Mais quand on travaille à Paris, on est toujours dans des écoles de mixité. Et il y a un truc très, très drôle qu'on fait toujours dans notre première séance, en fait, quand on arrive dans des ateliers utopiques, c'est, par exemple, sur le sujet, quand on a travaillé sur l'alimentation, le premier truc qu'on leur a demandé de faire, c'est chacun nous dessine son repas préféré. Et en fait, alors c'est aussi la déformation sociologue, mais c'est hyper drôle de voir qu'en l'espace, dans une classe en fait de 28 élèves, on avait un tiers de Paris-Brest, un tiers de McDonald's et un tiers de kebab en fait. Et c'était vraiment très drôle. Et on s'est dit, waouh, on a un super terreau pour bosser et on va vraiment se régaler et voilà quoi. Donc c'est vraiment important pour nous la mixité. Donc c'est vraiment important d'agir dans les écoles publiques, même si on a aussi mené des travaux avec des écoles privées, mais pas des écoles alternatives, juste privées. Et c'est vrai qu'on veille toujours à ça, et on veille aussi beaucoup à embarquer les enseignants. Alors, ce qui n'est pas toujours facile, parce que comme on essaye de toucher le plus de classes possible, on travaille souvent avec 2 classes, et donc souvent on embarque un enseignant, et puis le deuxième arrive un peu derrière. Et c'est quand même assez déstabilisant pour eux, en fait. C'est très déstabilisant pour les enfants parce que typiquement, quand on arrive à la première séance, on travaille beaucoup en créativité. Quand on installe un rouleau craft par terre et qu'on dit à tous les gamins, en leur donnant des stylos, allez, on va faire, donc on va travailler sur des cartes heuristiques et puis chacun va venir écrire ses idées. Et en fait, on voit que déjà se lever dans des classes, c'est pas naturel. Et donc là, ils sont vraiment en train de se dire, est-ce que je demande l'autorisation au prof ou est-ce que je peux y aller? Donc, voilà, il y a tout ce côté-là. Donc, on agit vraiment sur le système aussi. C'est-à-dire que les enseignants, après 5 ateliers utopiques, on sent que ça a bousculé des choses. C'est pas toujours facile, d'ailleurs. On repart pas toujours super. Parfois c'est difficile pour plein de points. Je sais que pour toi l'école c'était pas très simple. On est arrivé parfois dans des écoles, on était pétrifiés avec Aliénor. On sentait qu'il y avait une espèce de tension. Et en plus on intervient le vendredi après, où on sait qu'en termes d'énergie, on est bien. On est bien, vraiment. On se réserve la meilleure plage. C'est clair. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'il y a un peu cet enjeu aussi dans la classe. C'est moins vrai quand on est dans des tiers-lieux, mais en tout cas, effectivement, on veille vraiment à ça, en fait, à ce mélange-là et à ce fait de se dire, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise idée. La créativité, c'est de l'association d'idées. Il n'y a rien qui est stupide. Et souvent, les grandes idées sont nées comme ça, d'associations. Et c'est tout un travail quand même pour les emmener à être... cette empathie, c'est vraiment tout un travail qu'il faut construire et qui se construit aussi avec les enseignants. Et on apprend en faisant depuis des années, quoi. Et c'est des classes de quel âge? Alors, on travaille beaucoup avec des classes de CM1, CM2. Mais on travaille aussi de plus en plus avec des collèges. Donc typiquement par les tiers-lieux, par exemple, on travaille avec des Fab Labs qui sont dans des collèges. Et là, quand il y a eu le confinement, par exemple, on a fait un projet qui s'appelait Hack ton école à la maison. Donc c'était un hackathon de l'école. Et on a fait 4 ateliers en ligne avec notamment des 6e, parce qu'en fait c'était hyper dur pour eux. Ils venaient d'arriver de CM2, c'était la 6e. Ils étaient un peu perdus, donc on a fait ça entre Paris et Bordeaux. Et finalement, on a travaillé avec eux dans des ateliers où ils se sont retrouvés à créer du lien. Et ce qui était vraiment intéressant, c'était pas de se dire juste qu'ils avaient discuté avec d'autres ados, d'autres 6e en fait de Paris ou Bordeaux, même si ça les intéressait, mais c'était surtout qu'ils avaient fait des trucs ensemble. Et en fait, ils se sont vraiment saisis du truc de comment est-ce qu'on améliore l'école à la maison. Et dans les solutions qu'ils ont, en tout cas dans les prototypes qu'ils ont montés et qu'ils ont designés, c'était vraiment extrêmement puissant de se dire ils ont vraiment réussi à distance
à fabriquer, notamment il y a un des groupes qui avait fait un guide, justement un guide de l'école à la maison. Et je raconte toujours cette anecdote parce que pour moi, qui suis en entreprise, c'est hyper symptomatique de ce qu'on voyait déjà en avril de l'année dernière. Donc ça faisait qu'un mois qu'on était confinés. Quand ils ont repensé en fait leur journée de classe et le guide de la journée de classe, ils intégraient en fait alors pas entre chaque cours, mais entre chaque 2 cours, ce qu'ils ont appelé des respirations créatives ou des respirations zen. Et en fait, ils voulaient un temps, donc c'est une jeune fille qui était en 5e, qui avait imaginé un temps où elle avait le droit, en fait, d'imaginer, de créer, mais de ne pas être productive pendant un quart d'heure entre 2 fois 2 heures de cours. Et en fait, qu'une gamine de 11-12 ans ait déjà cette conscience d'être surmenée, alors que ça faisait qu'un mois qu'on était en ligne. J'imagine si on faisait ça maintenant, Mais voilà, c'était intéressant en tout cas de voir qu'on a des choses comme ça très très concrètes et qu'ils arrivent à le développer. Ils ont développé un guide en ligne, donc c'était avec des parents, des profs et des enfants. C'était jamais les parents des enfants et jamais les profs des enfants, donc on a tout mélangé. Mais ils sont vraiment organisés entre Paris et Bordeaux et ils ont fait des super solutions. C'est trop bien. Est-ce qu'on a accès, nous, en tant que citoyens lambda, à ces docs, ouais? On a accès à tout ça sur le site Utopique. Donc, il y a tous nos projets qu'on met en ligne. On fait pas mal de vidéos. On essaye, comme toi, d'essaimer quand on peut, d'en parler. Alors, je pense qu'une de nos volontés aussi, c'est de passer à l'échelle, parce qu'il faut qu'on arrive aussi. Toute initiative est bonne et on le sait tous. Donc, on travaille pas mal avec des services civiques aussi. Pour arriver aussi à les former, à leur passer un peu la main et puis qu'eux arrivent aussi à essaimer. On essaye aussi sur les profs qu'on suit d'essayer de leur donner aussi la main et des kits pour qu'ils fassent eux-mêmes ou qu'ils puissent aussi refaire une année suivante. Voilà, pour nous vraiment l'idée c'est d'être assez simple dans l'approche, mais d'avoir vraiment des guides en fait qui leur permettent d'avancer dans les méthodes, quoi. Ce qui veut dire que chaque méthode, chaque outil qui a été imaginé par les enfants, peu importe l'âge qu'ils ont, ils sont disponibles sur ton site. Oui, les créations sont disponibles sur le site et après sur tout ce qui est Global Children Designaton, on édite un rapport donc selon les sujets. Donc il y a eu un rapport donc quand on a travaillé sur l'alimentation, là on va sortir le rapport sur l'énergie et donc c'est un rapport mondial avec toutes les inventions mondiales qu'il y a eu sur le même sujet. Donc que vous retrouvez aussi sur le guide sur le site Utopique. C'est génial. Mais est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'on en fait en fait de ça? Est-ce qu'on sait si tu vois, parce que pour moi ça a l'air d'être un bouillon de créativité, ça a l'air d'être juste génial. Et je me dis, est-ce qu'on l'exploite? Est-ce qu'il y a quelqu'un en fait qui met vraiment le nez là-dedans et potentiellement qui s'inspire un petit peu de cette créativité, quoi? Ouais, alors ça c'est très dépendant, j'allais dire, à la fois des sujets et à la fois du contexte et de la possibilité de faire quelque chose. Par exemple, l'histoire de la charte, c'est un truc qui est fait intra-établissement et du coup, ça suffit à l'établissement et je suis pas sûre que cette charte, même si elle a été imaginée par des CM2, conviennent entre guillemets à tout autre CM2. Donc du coup, on reste intra-établissement, mais ça peut être effectivement intéressant. Quand on fait, par exemple, une année, on a bossé sur les totems de l'immigration. Donc en fait, chaque enfant racontait son histoire d'immigration. Donc on était aussi dans un établissement à Saint-Ouen, et donc ils avaient chacun créé en fait un totem avec les objets qui représentaient leur histoire. Et donc ils ont raconté une histoire. Donc c'est vraiment l'anthropologie de l'objet. Ils ont fait des montages, donc on voit toutes les créations qu'ils ont fait. Ils ont vraiment fait une création artistique pour raconter en fait leur histoire et se découvrir les uns les autres, parce qu'en fait ils sont aperçus qu'ils se connaissent, qu'ils étaient ensemble au quotidien. C'est une classe de CM2 en plus, mais que finalement personne ne savait trop qui venait d'où et quelles étaient un peu les histoires familiales. Ça se finit plus après sur une exposition, j'allais dire artistique. Donc ça dépend un peu des sujets. Mais après, pour te donner un exemple sur l'histoire, quand on a travaillé là justement sur l'alimentation et planète, donc ce qu'on a vu là dans le film, il y avait un des groupes qui a imaginé ce qu'ils avaient appelé un frigo solidaire. Et donc ils avaient imaginé, donc ils étaient beaucoup c'est un âge où ils sont beaucoup touchés par tous les sujets effectivement d'égalité, de pauvreté, de justice et de choses comme ça. Et donc ils avaient imaginé en fait un frigo dans lequel en fait chacun pouvait déposer donc les choses qu'il consommait pas ou les choses qui étaient tout juste périmées mais qui étaient bonnes, et que tout le monde pouvait venir chercher en fait pour tous ceux qui en avaient besoin.
Et finalement, cette initiative, alors ça n'a pas vu le jour à cause ou grâce au Désignaton, mais ça a vu le jour quand même à Paris, dans le 19e arrondissement. Et donc là, on organise une visite avec les enfants qui avaient eu cette idée-là pour leur montrer à quel point leurs idées sont des idées. Voilà. Après, c'est pas des entrepreneurs et après, si des marques veulent se saisir des idées des marques ou du public, typiquement, il y a une invention qui avait été faite aux Pays-Bas sur un poulpe nettoyeur au fond des océans. Donc là, ils ont déployé ça en robotique et il est à l'expérimentation. Donc, il est en train de filtrer en fait du plastique dans le fond des océans en fait. Excellent. On a un frigo comme ça, nous, à Montpellier. Ah, t'as un frigo solidaire? Super. Ouais. Je le trouve petit, mais il existe. Ben, c'est déjà bien, c'est un début. Super. Exactement. Et donc, tu trouves des légumes, tu trouves plein de trucs à l'intérieur. Et ça fait un petit moment. Hein. Je pense que ça fait au moins 2 ans, facilement que je le vois. Ouais. Donc, peut-être que c'est lié à cette idée d'ailleurs. Hein. Peut-être que ça a émergé d'ici. Du coup, on ne sait pas. Mais quand je suis passé devant, j'ai trouvé ça génial. En fait, moi, ça m'a fait penser, tu sais, au Givebook. Tu sais, là, ces petites librairies. Pour moi, c'est le même principe. Exactement. Bah, c'est l'idée qu'ils avaient en fait au départ. Ils sont vraiment partis de la bibliothèque nomade. Et en fait, ils se sont dit, il faut qu'on arrive à faire une cantine nomade. Donc, ils ont imaginé une cantine nomade. Puis finalement, ils se sont dit, ouais, mais une cantine, ça veut dire qu'il faudrait cuisiner. Mais par exemple, ils avaient une autre idée qui était vraiment, je pense que vraiment les inventions cette année-là étaient extrêmement touchantes. Ils avaient une idée. Alors, je sais plus comment ils avaient appelé ça. C'était pas le bar magique, mais je sais plus comment ça s'appelait. En fait, c'était un bar dans lequel, un bar gratuit. Et en fait, dans lequel chacun arrivait, mais sans statut. En fait, on voulait pas, parce qu'en fait, ils disaient la soupe populaire, finalement, on sait tout de suite qu'on est pauvre, donc en fait, on nous voit déjà faire la queue et on sait déjà, en fait, qu'on est en difficulté. Et là, en fait, c'est un bar où on rentre presque avec il n'y a pas de dress code, où en fait, le dress code est vraiment unique. Et du coup, tout le monde peut boire et tout le monde peut discuter, quel que soit son milieu et son origine. Ouais, voilà le genre d'idées qu'ils ont, donc c'est vraiment. C'est énorme, hein. Il y a Anne qui nous dit qu'à Angoulême aussi, apparemment, il y a un frigo solidaire. D'accord. Voilà, comme quoi. En fait, ce que je trouve intéressant et important, c'est que les enfants se disent, finalement, nos idées sont des idées valables, sont des idées développées, et quand bien même elles sont déjà existantes, c'est super. Ça veut dire qu'on a de la valeur en fait, parce que c'est vraiment aussi la question. D'ailleurs, je crois qu'on voit dans le film, tu sais, il y a Frédéric qui fait de la facilitation graphique, et donc qui est en fait est avec nous pendant toute la journée et va vraiment en fait traduire tout ce qui se dit, tous les débats, toutes les inventions graphiquement, donc sur un grand board qui est là. Et ça, c'est un truc aussi, c'est extrêmement puissant parce qu'ils se disent finalement, ce que je raconte a tellement de valeur que ça peut être immortalisé, ça peut être traduit, ça peut être transmis, et c'est un peu gravé dans le marbre. Et donc c'est vraiment des outils comme ça qui peuvent paraître être des outils, mais c'est pas que des outils événementiels, c'est vraiment en fait quelque chose d'assez puissant aussi pour se dire que derrière il y a ce rôle-là vraiment de confiance en soi et de confiance en ses idées et en ce qu'ils peuvent faire. Ah ouais, pour moi c'est énorme ce que tu apportes à ces enfants, au-delà de l'expérience qui je pense va les marquer de toute façon, ils vont s'en rappeler toute leur vie, je pense, de ce type d'expérience. C'est sûr certain, tu les responsabilises, enfin c'est top quoi. Et tu disais alors non, avant de te dire ça, est-ce que tu connais Gunther Pauli? Non. Ah, alors je t'invite à noter. Ouais. Notez-le d'ailleurs, les gens qui nous écoutent ou qui regardent. Ça a été une super découverte. C'est grâce à un pote qui m'a parlé de lui. En fait, il écoutait ses interviews. Et franchement, ce mec, il faudrait le cloner parce que. Donc, je sais plus quel âge il a, je crois qu'il doit avoir dans cinquantaine, soixantaine. C'est un ancien chef d'entreprise et il a développé des grosses entreprises dans le monde avec beaucoup de réussite. Et en fait, il s'est aperçu à un moment donné que ce qu'il faisait n'avait pas de sens parce qu'il travaillait notamment pour des détergents, donc c'était vraiment pas du tout bon pour la planète. Et il a fait un switch, il a complètement switché. Et il s'est dit, tiens, je vais mettre à profit mes compétences, mais pour qu'il y ait du sens, quoi. Et donc, du coup, pour la faire très courte, il a développé plein de process qui sont vertueux, donc qui sont bons pour la planète, bons pour l'homme, qui sont parfois en circuit court, qui s'alimentent tout seuls. Et qui génère aussi de l'argent. Donc, c'est-à-dire que, en gros, tout ce qu'il a mis en place, c'est potentiellement, s'il y a des entrepreneurs qui veulent se lancer, ils peuvent se lancer sur ce type d'initiative parce que ça marche aussi financièrement, quoi. Donc, pour moi, il a vraiment bouclé la boucle en imaginant tout un process qui est bon pour la planète, bon pour les hommes et qui en même temps te fait gagner de l'argent.
Et il a réussi à multiplier ses initiatives, mais à des échelles très importantes. C'est pas à toutes petites échelles, c'est parfois à l'échelle d'un pays, quoi. Donc, pour moi, ce mec-là, il faut le suivre. Et il avait commencé à faire une tournée en France pour aller voir des maires en France avec Idriss Aberkane. Je sais pas si tu connais Idriss Aberkane. Bah, peut-être qu'il peut t'intéresser aussi. C'est un jeune homme qui est très intéressant et c'est un peu son mentor, en fait, Gunther Pauli. Et donc, ils avaient fait une tournée pour aller sensibiliser les gens à tout ce qu'ils ont créé et qui marche. Je te donne un exemple. Est-ce que tu connais la Li-Fi ? Non. La Li-Fi, en fait, ça remplace la Wi-Fi et ça te permet d'avoir Internet, mais juste grâce à la lumière. D'accord, ok. Et le process, il existe, il a été validé, il y a des brevets, ça marche, quoi. Génial. Voilà. Génial. Donc, en fait, moi, je te parle de lui parce que je me dis, ça se trouve, il y a des futurs Gunther Pauli en puissance dans ces classes. Et je me dis, en fait, les idées qui sont amenées à être mises soit à l'écrit, soit à l'oral, il faut s'en servir. Et j'aimerais bien, justement, si c'est pas le cas, je sais pas, qu'il y ait des gens qui nous écoutent, si vous pouvez peut-être porter plus loin le message, que les gens puissent s'en emparer, en fait. Tout à fait. C'est vrai que en fait, aujourd'hui, pour avoir vraiment de l'impact, alors peut-être juste un truc, parce que ça me fait penser à quelque chose. Donc, tu sais, le design thinking, en fait, c'est dommage, tu m'as dit qu'on pouvait projeter des choses. En gros, le design thinking, c'est vraiment à la croisée de 3 sphères aujourd'hui. Donc, la première sphère, c'est vraiment la désirabilité. Donc, c'est en fait l'utilisateur final qui va désirer quelque chose, que ce soit un service ou un objet. Donc, ça, c'est la première sphère. La deuxième sphère, ça va être le marché. Est-ce qu'il y a un marché pour ça? Est-ce que finalement le truc va exister? Est-ce que la chose est viable ou pas? Et puis la troisième chose, c'est la technique, la faisabilité. Est-ce qu'on peut développer ce projet ou est-ce qu'on peut développer ce service? Et en fait, le design thinking, c'est au cœur en fait de ces 3 sphères. Et maintenant, de plus en plus, on développe quelque chose qu'on appelle le design circulaire. Et donc l'idée, c'est de rajouter une 4e sphère qui s'appelle l'impact en fait, et qui est vraiment finalement quel impact sur l'environnement, sur la planète et quel impact social ça va avoir. Et c'est relativement récent en fait le design circulaire. Enfin après je connais pas très très bien le sujet, mais en tout cas ce qui est intéressant c'est de voir que de plus en plus et notamment dans le monde de l'entreprise, le design thinking intègre maintenant cette 4e sphère de se dire à chaque fois voilà finalement c'est quoi l'impact de mon invention ou c'est quoi l'impact de ma transformation en fait à échelle vraiment globale et mondiale d'un point de vue sociétal, environnemental, technologique, humain. Enfin voilà c'est global. Donc ça c'est hyper intéressant. Ça fait partie des prises de conscience un peu collectives qui s'accélèrent d'année en année, à mon avis. Enfin, moi, je le ressens aussi comme ça à mon niveau. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a vraiment, en tout cas, d'un point de vue environnemental, il y a de plus en plus de prises de conscience assez même massif, ouais, c'est pas impossible, mais en tout cas, il passe à l'action de plus en plus. Le monde industriel, les citoyens, et c'est vrai que si on regarde 5-6 ans en arrière, c'était pas autant que maintenant. Donc ça sent bon, ouais, c'est plutôt bon signe. C'est un bon truc. Et après, pour revenir sur ton point de se dire, ouais, comment est-ce qu'on peut effectivement avoir un impact, c'est vrai qu'on se pose la question maintenant aussi de développer vraiment quelque chose pour les entreprises, notamment parce que moi, dans mon métier, après, je travaille beaucoup avec des grandes entreprises, des grands industriels. Alors pour l'instant, on a plutôt une clé d'entrée qui serait les enfants, en fait, les enfants des salariés. Mais en fait, pour créer ce dialogue dont je parlais, qui est un peu un dialogue vertueux, de se dire finalement, je sais pas, si on prend l'exemple de la nourriture, quoi, je sais pas, imaginons en fabrication de produits laitiers, de se dire qu'on pourrait faire du co-design avec des enfants de l'entreprise en question, qui pourraient essaimer, discuter avec les parents et mettre vraiment en fait en œuvre les choses dans l'entreprise, ça pourrait être vraiment quelque chose aussi d'intéressant, puisqu'on est tous un peu dans cette quête de sens et de savoir et de comprendre les choses, qu'il faut aussi bon voilà, il y a quand même aussi, notamment sur les questions environnementales, entre les générations, voilà, des haches de guerre peut-être à enterrer, hein. Alors ça se voit moins sur les enfants jeunes, mais c'est vrai que sur les ados, c'est assez frontal, notamment avec les jeunes filles. Moi, j'ai pas mal de copines qui me disent, je m'en sors plus de mon ado, quoi. Elle me fait une tête comme ça, elle me fait la morale tout le temps, je peux plus rien acheter. Enfin, voilà, on sent qu'il y a un truc et qu'en même temps, ouais, elles ont des convictions, puis elles ont une revanche à prendre, quoi. Donc il faut aussi qu'on arrive à apaiser les choses entre les générations, et je pense qu'il y a des clés d'entrée à faire justement quand on regarde sur l'environnement et des choses beaucoup plus globales où il va falloir qu'on y aille, parce que qu'on y aille ensemble en fait. Oui, c'est clair.
Voilà. On peut se laisser espérer d'ailleurs que t'as peut-être pas encore assez de recul. Je vais dire, est-ce que tu pourrais réussir à mesurer l'impact que les ateliers que tu mets en place sur les enfants, mais il faudra attendre encore peut-être une dizaine d'années pour voir, tu vois, si ce que vous avez mis en place, si à titre personnel ça les a touchés et peut-être que ça les a amenés, c'est comme un déclic qui aurait été généré, les amener à réfléchir différemment pour mettre en place justement des process, enfin, en tout cas de mettre en place leur créativité, tu vois, parce que là en fait t'es clair en disant mais attendez, vous avez une créativité de dingue et nous en plus on vous écoute quoi. Alors c'est vrai que je crois que c'était il y a 2 ans, on a fait quand on a fait le désignaton, on a monté justement une enquête pendant le désignaton. Donc en fait on a fait un petit questionnaire rapide avant et après la séance pour vraiment montrer et pour voir effectivement est-ce que c'est compliqué pour eux, est-ce qu'ils avaient l'impression d'avoir plus d'idées parce qu'ils étaient plusieurs, est-ce que finalement, d'ailleurs on le voit quand on est dans les sous-groupes, en fait arriver et imposer son idée dans des ateliers comme ça, c'est extrêmement compliqué. Donc les phénomènes de leadership, en fait, c'est aussi tout le principe de l'intelligence collective, hein, c'est faire ensemble. Donc il y a vraiment aussi une navigation qui se fait sur chacune des choses, des concessions qu'il faut faire. On doit twister les choses, enfin en tout cas se rebondir, se remettre sur autre chose. Ils vont pivoter au moment de leurs ateliers. Et c'est vrai que le point que tu soulèves, qui est vraiment important pour nous, c'est de se dire, il faut pas que ce soit un one shot, en fait, parce que ils vont en avoir besoin tout le temps. Ils vont en avoir besoin tout le temps de pouvoir s'adapter, de pouvoir réagir, de pouvoir faire ensemble. Et en même temps, c'est tellement à contre-courant de tout ce que nous, on a appris. En fait, c'est pour ça, moi, les adultes, je les vois vraiment en lutte de se dire, mais désapprendre tout ce que j'ai appris, même si ça a l'air chouette, en fait, c'est trop violent pour moi. C'est trop violent. Je parlais de cette formation que j'ai fait en co-design récemment. En fait, c'était une formation qui était complètement en pédagogie inversée. Donc j'avais jamais vécu ça de ma vie. Donc le principe c'était, on se retrouve uniquement pour expérimenter. En plus c'était avec une promotion d'étudiants qui était jamais la même. Donc aucune sécurisation au niveau de, j'allais dire, des publics en fait. On apprend en faisant et ensuite on va chercher la théorie ailleurs, mais on est juste là pour appliquer des choses. C'était il y a 3 ans et en fait ça a été mais vraiment une révélation. En fait, de me dire, mais c'est tellement compliqué de désapprendre tout ce mode, ce carcan descendant, hyper normé, hyper le sachant et moi derrière que voilà. Et ça m'a vraiment aidé aussi pour faire ce chemin de me dire, il faut qu'on arrive à ancrer ça avec les gamins. Et c'est pour ça aussi qu'on essaie de travailler avec les profs, les parents et aussi le territoire pour se dire, il faut qu'on arrive à avoir des espaces ou des relais, ou en tout cas, il faut qu'on arrive à ancrer ces compétences de manière un peu durable. Oui, c'est un vrai point. C'est vrai, et puis que ça devienne un peu la norme, un peu comme moi je rêve qu'on intègre davantage le savoir-être dans le système. Tu vois, c'est lié. Hein. Et en tout cas, moi j'ai bon espoir. Hein. Je me dis qu'on y viendra. Hein. Je vois vraiment les évolutions positives à ce niveau-là, donc je pense qu'on y viendra. Mais justement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour t'aider, pour aller davantage dans ce sens-là, tu vois, pour comme tu dis, de peut-être toucher les collectivités, beaucoup plus les enseignants, parce que j'imagine que tu es limité aussi dans tes actions, même en termes de communication. Comment on peut faire pour rendre ça plus connu, plus accessible et que la masse soit au courant, quoi. Parce que je pense que, tu vois, nous c'est bien, ça, là on le met en lumière, après voilà, ça va être en replay, les gens vont le voir, on va sûrement en parler d'ailleurs dans le magazine aussi Innovation en Éducation, parce que c'est super intéressant. Donc c'est encore une démarche citoyenne, tu vois. Ouais. Ce que je voudrais, c'est je sais pas, qu'il y ait un levier qui nous permette de mettre en lumière davantage tout ça, quoi. Comment on peut faire pour t'aider ? C'est une bonne question. C'est une bonne question qu'on se pose encore une fois depuis un petit peu de temps, en disant comment on passe à l'échelle. Alors je pense que sur la communication, c'est vrai que je pense qu'à un moment, il faut qu'on passe à l'échelle aussi pour avoir une communication un peu plus organisée, parce que comme toute association, notamment de personnes qui travaillent par ailleurs, tout ça prend du temps, et puis c'est un métier, la communication, donc c'est pas le nôtre. Donc voilà, donc je pense que là, ça va être plutôt effectivement d'arriver à se développer là-dessus. Après, c'est vrai qu'on étudie pas mal, il y a pas mal de modèles qui sont très différents. Par exemple, je sais pas si tu connais celui de la fresque du climat. Non. Alors, la fresque du climat, c'est assez intéressant. C'est une méthodologie, en fait, qu'ils ont mis en place au départ. Donc, pareil, un modèle associatif. En fait, ils ont mis un outil qui est un peu un outil clé en main, donc qui se fait sur des séances de 2 heures ou 3 heures. Donc, c'est en fait un outil avec des images qui te permet de prendre conscience, en fait, de pourquoi le réchauffement climatique. Et ça travaille beaucoup avec du photolangage. Donc, tu as des images à réassembler, tu fais des liens entre les images et tu comprends les causes à effet. Et en fait, quand ils ont développé cette méthode, je pense qu'ils l'ont assez simplifiée et
dorénavant, on peut devenir en fait formateur de la fresque du climat assez simplement. Ils font des formations en 1 heure ou 1h30, quelque chose comme ça, il me semble. Et ensuite, ils essaiment, donc c'est-à-dire que tu deviens en fait formateur pour la fresque du climat, tu prends le matériel et puis tu organises en fait des fresques du climat en entreprise, dans les écoles, avec tes voisins. Et comme ça, tu peux dupliquer. Voilà, donc ça, c'est un modèle qu'on étudie. Tu vois, si on disait, alors ça sera pas la fresque de Topic, mais si on arrive à se dire qu'on arrive à monter un kit un peu simple, dont peuvent se saisir à la fois même des parents en fait, parce que pour nous, il y a aussi beaucoup d'enthousiasme de la part des parents, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé des parents, mais sur ces ateliers-là, à la fois ça les titille parce que ça les met parfois aussi en difficulté ou en réflexion, mais en tout cas à la fin du processus ils ont quand même toujours créé des conversations utiles avec leurs enfants et souvent avec leurs enseignants. Et en fait, le fait d'agir comme ça sur l'écosystème, je pense que, voilà, pour moi, c'est pas un truc qui est dédié ni aux enseignants, ni forcément aux associatifs. Ça peut être des entreprises, ça peut être des particuliers, ça peut être des citoyens, en fait, parce que je pense que la fresque du climat, aujourd'hui, c'est essentiellement des citoyens qui s'en saisissent et qui le font. Voilà, donc on n'a pas encore défini, j'allais dire, le modèle du passage à l'échelle. Mais en tout cas, voilà, on essaye de relayer nos choses. Peut-être que l'entreprise sera un bon passage aussi. Je pense que s'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui voient des opportunités dans leur entreprise pour monter ça, ça peut être. Il y a beaucoup aujourd'hui de développement avec la RSE. Donc les entreprises ont vraiment des obligations en termes de RSE. On peut très bien imaginer que ça fasse partie des actions RSE dans les entreprises et que finalement le fait de faire ensemble et de réconcilier un peu les générations sur des sujets comme ça qui sont des sujets porteurs, ça pourrait faire partie aussi des engagements d'entreprise, parce que RSE, c'est aussi la responsabilité sociale et éducative de l'entreprise. Donc, c'est aussi un vrai sujet. Ou je suis en train de me dire peut-être même des mécènes. Si vous aviez des mécènes, tout à fait. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Oui. Ouais. Voilà, après, c'est vrai qu'après, en tant que tissu associatif, vous êtes assez limité dans vos actions parce que pour le côté mécène, il faut remplir des dossiers, c'est dossier sur dossier, donc ça peut demander beaucoup de temps et d'énergie, c'est sûr. Ou sinon, il y a peut-être une personne qui nous écoute ce soir et qui va se dire, moi, ça me plaît bien de t'aider, tu vois. Donc ça peut être aussi ça. Mais c'est vrai que d'expérience, c'est extrêmement long quand même d'aller chercher comme ça des mécènes, des ONG, des fondations qui pourraient vous aider. Mais c'est vrai que ça pourrait être quand même un sacré levier parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui seraient vraiment très intéressés. Quand tu as été au festival pour l'école de la vie, tu as rencontré peut-être potentiellement des gens comme ça qui pourraient, participer à ton aventure ? Alors c'est vrai que comme je te disais, on était vraiment tout au début et on était plutôt dans l'idée de relayer, de communiquer en fait sur les transitions édutives à l'époque. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait filmé cet événement et d'autres événements. Après, ça nous a permis en fait d'aller tourner des événements comme ça, de rencontrer aussi pas mal à l'époque de ce qui étaient les petites startups et qui sont devenues maintenant des vraies boîtes. Par exemple, je pense à We Are Peers, qui est une boîte hyper intéressante qui fait de l'apprentissage entre pairs et qui s'est beaucoup développée depuis, donc qui est vraiment très intéressante. Mais c'est vrai qu'en fait à l'époque on n'avait tellement pas le projet que si tu veux, on n'a pas approché les gens dans ce sens-là. Mais je pense que c'est un travail qu'il faut qu'on fasse aussi. Effectivement, je pense qu'il y a pas qu'une voie en fait. Et c'est ce qu'on a appris aussi dans notre cheminement en fait. Finalement, on a eu des contacts avec des personnes parfois très éloignées. L'idée de l'entreprise est arrivée avec une fille qui est justement en entreprise, une de mes clientes en fait, qui a trouvé ça super et qui m'a dit moi ça m'intéresserait dans l'entreprise qu'on puisse monter ça. Le tiers-lieu, c'est arrivé par quelqu'un qui avait un tiers-lieu dans un endroit en disant mais j'adorerais qu'on fasse des ateliers comme ça chez nous avec des enfants. Donc c'est aussi beaucoup d'opportunités et du coup merci de cette opportunité ce soir parce que c'est aussi un moment où on peut oui, c'est clair, relayer des choses. Complètement. Mais d'ailleurs, quand ça sera plus le bon moment pour se remettre à faire des événements, pour moi, typiquement, il faut que tu ailles dans des événements, en fait, que tu rencontres du monde, parce que c'est là où ça peut vraiment matcher, évidemment, dans des lieux où tu peux être sûr que tu vas rencontrer des gens qui sont un peu connectés comme toi. Et d'ailleurs, je pense à un réseau, je ne sais pas si tu le connais, ça s'appelle Entrepreneurs d'avenir. De nom, mais Entrepreneurs d'avenir, c'est un très bon réseau. Moi, je l'ai intégré en 2003 à l'époque, ça venait d'être créé. Et si je dis pas de bêtises, c'est l'ancien directeur du magazine Psychologie qui a créé ça.
Et en tout cas, ça correspond, je pense, typiquement à la type de cible que tu pourrais rechercher dans le monde de l'entreprise, parce que c'est des acteurs qui, soit à travers leur activité, soit à travers le style de management, soit à travers les produits, donnent du sens. Donc, pour l'humanité, pour la planète. Donc là, tu as déjà un terrain qui est un peu acquis. Donc, je pense que ça peut être pertinent de se rapprocher d'entrepreneurs d'avenir. Ouais. Super. Est-ce que tu peux nous rappeler ton site internet ? Oui, alors le site internet c'est Eutopique, donc EUTOPIQE. Donc l'utopie en fait c'est la petite histoire, hein, c'est pas l'utopie, donc c'est pas cet endroit impossible en fait à atteindre, idéal mais impossible. C'est pas la dystopie non plus, c'est pas l'avenir c'est l'utopie, donc c'est vraiment le bon endroit possible. Donc c'était important aussi pour nous d'avoir, on pouvait pas prendre utopie mais Eutopique, c'est vraiment en tout cas faire les choses avec cet esprit-là. Donc c'est eutopique.com. Et pareil pour Facebook et pareil pour YouTube. Voilà, eutopique.com. Et on peut te passer un coup de fil, on peut t'envoyer un mail ? Et on peut nous envoyer un mail, nous passer un coup de fil, voilà, nous mobiliser, nous solliciter. Alors on a dans notre, j'allais dire dans les personnes qui sont avec nous et qui nous suivent, on a vraiment des profils à la fois d'innovation en design thinking, donc comme Imi Digital par exemple, à la fois de recherche socio-anthropologique, donc avec Dominique Desjeux, à la fois d'entreprise, avec vraiment des profils comme Delphine Martelly qui sont en entreprise et qui justement voient le côté entreprise, et puis un autre côté pédagogie aussi, pour avoir aussi toute la partie la partie territoire, la partie citoyenneté, avoir aussi des politiques, en tout cas vraiment se dire que tout ça s'inscrit dans un tissu local, même s'il y a après du mondial et de l'international avec le Global Désignaton, mais voilà, en tout cas de se dire que l'impact dépasse la classe aussi et va aussi dans le quartier. Voilà. Ouais, je pense aussi à autre chose là en t'écoutant, parce que ça pourrait peut-être venir aussi de la formation des enseignants. Peut-être qu'il faudrait que tu te rapproches du réseau Canopé. Tout à fait, ouais. Je sais que Canopé font des formations en design thinking depuis 2-3 ans, je crois, mais effectivement, je pense que ça pourrait être intéressant avec Canopé. Sachant qu'ils sont ouverts, hein, nous on les a eus la semaine dernière. Ils sont très ouverts en fait à tout partenariat, toute possibilité qui aurait du sens, quoi, évidemment. Je pense que ça peut valoir le coup de les contacter. Merci beaucoup, Laurence. Merci à toi, merci à vous, merci pour ce beau moment et puis cette occasion. Et puis je pense qu'on en aura d'autres. Oui, c'est clair, définitivement. Passez une belle soirée. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier, le magazine Innovation en éducation. Un magazine que vous retrouverez uniquement sur abonnement, livré tous les 2 mois partout dans le monde. Un magazine 100% éco-responsable, 80 pages en moyenne, sans publicité. À travers le Festival pour l'école de la vie ou le Congrès Innovation en éducation, nous rencontrons des milliers de professionnels qui proposent des solutions pour les parents, les enfants et les enseignants. Ce magazine se veut être un pont avec le podcast, nos événements et les films que j'ai réalisés. On se retrouve maintenant la semaine prochaine et entre-temps, je vous souhaite une très belle route.
Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.